La situation d'Alep aujourd'hui en débat avec nous en direct de Beyrouth, Sophia Amara, grand reporter et auteur du livre Infiltré dans l'enfer syrien du printemps de Damas à l'État islamique, c'est aux éditions Stock. Également avec nous David Rigouleros, chercheur spécialiste du Moyen-Orient, vous êtes rattaché à l'Institut français d'analyse stratégique et rédacteur en chef de la revue Orient Stratégique. Dominique Trinquant, ancien chef de la mission militaire française auprès des Nations Unies de 2002 à 2004 et 2006 à 2008. Vous êtes aussi directeur des relations extérieures du groupe Marc. Et puis avec nous en duplex de Genève, Asni Abidi, directeur du Centre d'études et de recherche sur le monde arabe et méditerranéen, auteur de Monde arabe entre transition et implosion. Dominique Trinquant, qu'est-ce qui fait qu'Alep s'est rebellé et quelle partie d'Alep d'ailleurs ? Oui, alors ce qui est intéressant, c'est qu'on parle toujours d'Alep, la rebelle. Or, en fait, il n'y a qu'une partie, de la partie Est, qui était essentiellement alimentée par l'exode rural, qui s'est rebellée et qui est un symbole, naturellement. Mais 2 tiers d'Alep étaient en fait fidèles au président Bachar al-Assad, avec la particularité que la bourgeoisie sunnite commerçante, le souk d'Alep, était plutôt en soutien du gouvernement de Bachar al-Assad. Donc, ce qui est en train de tomber aujourd'hui, c'est cette partie Est de rébellion, qui a été en rébellion, effectivement, ouverte depuis 2012 et qui a été un symbole. Et pour le président Bachar al-Assad, la reconquête d'Alep entièrement, ça termine la conquête, j'allais dire, de la Syrie utile. C'est vrai que le reste l'intéresse moins. Et la question qui va se poser maintenant, comme cela a été évoqué précédemment, c'est la gouvernance de la Syrie qui posera vraiment problème. Ce qu'on appelle la Syrie utile, c'est d'ailleurs une appellation qui peut sembler un peu cynique. David Rigouleros, ça correspond à quoi concrètement et pourquoi utile ? Concrètement, d'abord, territorialement, ça représente à peu près 40% du territoire de la Syrie unitaire, mais 60% de la population, parce qu'il y a les axes des grandes villes, donc d'Alep jusqu'à Damas, en passant par Hama et Homs. Donc il y a une verticale, et puis qui est un peu le ciment, enfin la porte de sécurité pour le pays alaouite qui est derrière, qui donne sur la côte, sur le littoral, et avec les bases russes, Mémine et puis Tartous. Pourquoi justement il a été si important pour les Russes d'intervenir à partir du septembre de l'année 2015 pour apporter une aide décisive finalement à Bachar el-Assad dans la reconquête de cette Syrie utile ? Ah oui, ça a été un game changer. Oui. Pour quelle raison parce les Russes y ont mis autant d'énergie ? Depuis le début, de toute façon, Poutine avait dit que la Syrie était pour un enjeu stratégique pour la Russie. D'abord parce qu'il y a la base maritime, et donc c'est un accès à la Méditerranée. Les Russes ont toujours eu la volonté d'avoir un accès aux mers chaudes, c'est leur problème principal. Et puis, par ailleurs, c'est le seul allié dans le monde arabe qu'ils aient conservé, en l'occurrence avec Bachar el-Assad. Et puis, il faut bien dire qu'il y a une certaine constance, une cohérence de la position russe. Les Russes ont toujours pensé que l'option chiite, en général, s'il devait y avoir une réforme interne au monde musulman, ça passerait par le monde chiite. Et donc de ce point de vue-là, ils sont extrêmement cohérents. Ils ont toujours soutenu finalement ce qui s'est constitué aujourd'hui comme étant l'axe chiite, qui irait de Téhéran jusqu'au Liban du Hezbollah. Et donc cette constance, elle est payante de ce point de vue-là. Et elle n'a pas été identique de l'autre côté, évidemment. Côté occidental. Parce qu'il y avait des contradictions qui n'étaient pas gérées. Asni Abidi, Sergueï Lavrov aujourd'hui fait cette annonce de la fin de ces opérations actives de l'armée syrienne, en tout cas pour l'heure, à Alep. Il s'est entretenu à 2 reprises en 24 heures avec John Kerry, le secrétaire d'État américain à Hambourg, sans que ces discussions aient semblé donner le moindre résultat. Aujourd'hui, on a l'impression que c'est les Russes finalement qui prennent toutes les décisions. Si jusqu'à présent ils ne sont pas parvenus à un accord de cessez-le-feu, c'est de la mauvaise volonté ? Non, à la guerre comme à la paix, les Russes ont toujours tenu d'être les seuls acteurs. Et c'est eux qui dictent d'ailleurs le tempo de ce conflit. C'est-à-dire dans les négociations comme aussi dans le déroulement des opérations militaires. Mais je pense que Kerry respire aujourd'hui, cet après-midi. Si vraiment l'annonce de Lavrov est sérieuse, parce que c'est un joli cadeau d'adieu pour Kerry. Et surtout Kerry, l'administration américaine d'Obama, ne veut surtout pas, en tout cas, que les relations se compliquent ni avec la Russie, ni surtout en Syrie, et pas
partir avec un aveu d'échec très important, parce que Kerry, dès le départ, avait soutenu l'idée de négocier avec les Russes pour toute solution militaire ou diplomatique. Finalement, il a plutôt sous-traité le dossier syrien. Il n'a pas du tout négocié à égal, ce qui se dit d'ailleurs ici dans les rencontres à Genève, puisque c'est les Russes qui viennent avec un agenda, avec un calendrier et avec des choses bien claires. Je pense que Lavrov a bien entendu ces appels de la communauté internationale. Il est censé, il faut le dire, il est sensible un petit peu. Il sait qu'aujourd'hui, la part des rebelles, les rebelles aujourd'hui n'ont plus cette résistance, donc cette capacité de résistance. Ils ne peuvent pas tenir longtemps. Ils ne peuvent plus constituer une menace, ni pour les forces de Bachar al-Assad, ni pour d'autres. Et donc, c'est pourquoi il a finalement, il donne cette information, mais finalement, il ne cède pas sur l'essentiel, mais il veut encore une fois montrer que les Russes sont les seuls maîtres dans cette crise. Il y a des dommages irréparables à l'image même de la Russie dans cette affaire, puisqu'on a vu quand même des images terribles tout au long des dernières semaines, et on continue d'ailleurs d'en voir. On sait que la situation au plan humanitaire à Alep est tout simplement dramatique. L'image de la Russie, ça dépend de quel côté on se trouve. Mais c'est vrai que les installations qui ont été touchées, les installations sanitaires, humanitaires, les premières structures importantes ont été, bien sûr, endommagées. Plusieurs hôpitaux sont en arrêt suite à ces opérations aériennes. Certains témoignages qui sont crédibles, ils disent que les Russes veulent déjà commencer en tout cas, à réparer ou à remettre en route certaines installations, parce qu'il faut maintenant reconstruire. Une fois Alep Est est reprise par le régime syrien, il y a une grande responsabilité pour reconstruire. Et du coup, les Russes, ils vont se retrouver seuls à reconstruire ce qui a été endommagé, parce que je ne pense pas que les pays du Golfe ou les pays du voisin ou la Turquie ou même la communauté internationale est prête à mettre la main dans la poche pour reconstruire ce que l'aviation russe a bombardé. Donc oui, l'image de la Russie a pris un coup, mais ça dépend de quel pays on se trouve. On voit bien, par exemple, qu'aujourd'hui, certains pays arabes sont même partagés quant au rôle que joue la Russie dans la crise syrienne. Mais en l'absence de tout rôle des Américains, mais aussi de l'Union européenne, aujourd'hui, tout le monde dit que la Russie est le seul acteur par défaut. Sophia Amara avec nous en direct de Beyrouth. Au moment où se réuniront à Genève, on le sait donc maintenant, experts russes et américains pour évoquer la situation à Alep, aura lieu une autre réunion, cette fois à Paris, celle des pays dits affinitaires, ceux qui soutiennent l'opposition syrienne modérée. Que recouvre aujourd'hui cette acception et concrètement, que peut faire la communauté internationale, que peuvent faire du moins les pays européens, les États-Unis et les puissances arabes qui se réuniront à Paris? Je pense qu'aujourd'hui, il est trop tard. Après que la Syrie ait récupéré une partie du pays utile, à travers Alep notamment, le problème reste entier. Évidemment qu'il y a la reconstruction, il y a les forces de l'opposition qui sont modérées, mais qui ont été complètement marginalisées par l'islamisation de la révolte. Aujourd'hui, la question qui se pose, c'est est-ce que les forces syriennes vont pouvoir tenir le terrain durement conquis ou récupérés par les Iraniens, les Russes et le Hezbollah libanais. Et la question que l'opposition modérée se pose, c'est où vont aller ces rebelles, quid des millions de réfugiés qui sont aujourd'hui en dehors de la Syrie et surtout de l'État islamique qui est toujours présent à Raqqa. Certes, cette ville, fief syrien de l'organisation État islamique, ne fait pas partie de la Syrie utile, mais elle est toujours présente à Raqqa et renforcée par des milliers de djihadistes qui ont fui la bataille de Mossoul actuellement en cours côté irakien. Oui, Alep, ce n'est pas près du Liban, mais on le sait, beaucoup de Syriens ont trouvé refuge durant ce conflit au Liban. Il faut dire que la moitié de la population syrienne a été déplacée par le conflit. On craint à Beyrouth l'arrivée de nouveaux réfugiés, justement. On sait qu'ils composent aujourd'hui un peu plus du quart de la population libanaise.
Non, non, au Liban, on pense que le plus gros de ces réfugiés est déjà arrivé au Liban, puisque Alep est certes proche du Liban, mais elle est encore plus proche de la Turquie, autre pays d'accueil de ces réfugiés. Et donc, par conséquent, ces réfugiés, s'ils ne retournent pas en zone sous contrôle du régime syrien, vont tout naturellement se diriger vers la frontière turque et rejoindre les millions de réfugiés qui y résident déjà depuis des années. Dominique Trinquant, on entend beaucoup, vu de l'étranger, et on entend beaucoup d'ailleurs l'opposition syrienne elle-même en exil dire la communauté internationale refuse d'assumer ses responsabilités à l'égard des populations civiles. Mais François Hollande, par exemple, hier, a critiqué l'obstruction systématique de la Russie au Conseil de sécurité, ne serait-ce qu'après le refus à nouveau, le nouveau veto russe et chinois d'ailleurs lundi face au vote d'une résolution. C'était la 6e fois que la Russie bloquait une résolution dans le conflit syrien depuis 2011. Que peut faire de plus l'Occident finalement Alors, le terme communauté internationale m'amuse, parce que la Russie et la Chine, jusqu'à preuve du contraire, font partie de la communauté internationale. Le problème, c'est que la communauté internationale n'est pas d'accord. Oui. Et je reprends le terme qui a été évoqué n'est pas d'accord, on a l'impression que c'est la Russie d'un côté, et puis le reste... Non, mais je reprends le terme qui a été employé par Hasni à propos du cadeau fait à Kerry. Oui. Les Russes montrent leur grande maîtrise stratégique. Je rappelle qu'ils ont commencé par tirer l'épine du pied de M. Obama lorsqu'ils ont fait passer une résolution sur l'interdiction des armes chimiques et le repli des armes chimiques organisé par la communauté internationale, alors que M. Obama se trouvait devant l'impossibilité d'imposer au Congrès une action en Syrie. Ils ont montré leur grande maîtrise. Et aujourd'hui, où tout le monde réclame une trêve, M. Lavrov arrive et propose cette trêve, parce que techniquement, on sait bien que c'est le bout du rouleau. Et donc, encore une fois, la Russie montre sa maîtrise de A à Z, sa stratégie au sein de la Syrie. Et lorsque vous parlez de la communauté internationale... Pour atteindre ses objectifs, certes, mais que peut-on reprocher réellement à l'Occident dans cette affaire? La faiblesse absolue, l'incapacité d'abord de choisir... Ne pas avoir montré les muscles Bien sûr, mais là on a l'incapacité. Les Américains n'avaient absolument pas envie de s'engager en Syrie. La position de la France, on la connaît au début de la crise. Donc personne n'avait envie de s'engager en Syrie. Donc à partir de ce moment-là, si vous voulez, agiter ses bras en disant on va aider. Et je rappelle qu'il y a quand même de l'équipement, de l'argent qui est arrivé dans l'opposition et qui est passé du côté de Al-Qaïda et Daesh. Donc, si vous voulez, il y a une absence de maîtrise totale de ce qui se passait sur le terrain. Et quant à la négociation, c'est-à-dire le mouvement d'opposition qui négociait, je vais être un peu cruel, mais dans les hôtels et assez coupé de ce qui se passait sur le terrain, il n'y avait pas de cohérence là-dedans. Et le problème, c'est que 4 ans après, la guerre s'est installée. Et la guerre s'est installée, c'est la pire des choses. Si la guerre n'est pas gagnée rapidement, les gens s'installent dans la guerre avec une économie de guerre. Et maintenant, aujourd'hui, les mouvements qui sont à Alep se sont progressivement radicalisés. Ils sont passés d'une opposition civile à une opposition musclée dans laquelle Al-Nosra, qui a changé 3 fois de nom, a les moyens de recruter les combattants et donc de radicaliser. Donc aujourd'hui, le problème, c'est de se retrouver autour d'une table pour discuter entre qui? Entre des gens très radicalisés et un gouvernement qui a saigné le pays. La réconciliation est quasiment impossible. Ouais. Donc c'est maintenant que les problèmes diplomatiques vont être très importants. L'Occident, vous êtes d'accord, David Regularos, paye son inaction finalement dans les premiers mois. Il faut se souvenir quand même qu'au moment de la fameuse ligne rouge, l'idée c'était pas d'aller frapper Daesh, c'était d'aller frapper le régime de Bachar al-Assad. Est-ce que si on l'avait fait à ce moment-là, la Russie ne serait pas intervenue? De toute façon, on ne peut pas réécrire l'histoire, c'est ce qui est fait est fait, mais ce qui est sûr, c'est que les Occidentaux ont été très tôt pris dans les contradictions, et notamment, il y a Bachar al-Assad a été extrêmement intelligent. Le logiciel finalement de la rébellion a été contaminé très tôt par le virus de l'islamiste et du djihadiste. Il a ouvert grand ses prisons, etc. Et ce qui fait que les Occidentaux ont toujours été en situation de rechercher désespérément des modérés qui existaient probablement au début, mais compte tenu de l'évolution de la situation, ils ont été, d'ailleurs ce que disait votre interlocutrice tout à l'heure, de plus en plus marginalisés, et donc on se retrouve aujourd'hui effectivement avec une alternative que même les Occidentaux ne peuvent plus être en mesure de soutenir, ce qui explique que d'une certaine manière l'acte d'échec qui est envisagé par Kerry avec Lavrov. Sophia Amara, cette absence de l'Occident, on ne peut même pas parler de retrait occidental effectivement, ça veut dire aussi qu'après Alep, désormais, l'objectif le régime syrien va dérouler avec son allié russe sa stratégie. On voit déjà d'ailleurs les bombardements à Idlib, c'est ça la prochaine cible? Oui, tout à fait. Idlib reste aussi une zone importante
pour le régime et pour son allié russe. Ça va être un objectif qu'ils pourront peut-être atteindre parce qu'après Alep, tout est possible. Aujourd'hui, ce qui compte, c'est de savoir si ce régime va pouvoir tenir, pour le régime en tout cas, s'il va être capable de tenir ses positions, frapper Idlib et se diriger ensuite vers Raqqa, tel que lui le prétend. Aujourd'hui, au Liban, ou plutôt hier, le grand moufti de la République, Hassouna, s'est rendu à Beyrouth où il a rencontré plusieurs responsables, dont le chef de l'État, le général Michal Aoun, pour plaider un petit peu la stratégie du régime de Bachar el-Assad visant à libérer Alep et expliquant que Raqqa viendrait ensuite parce que Raqqa ne faisait pas partie de la Syrie utile et que de toute manière, une fois qu'ils auraient eu Alep, tout serait possible après ça, Idlib et enfin Raqqa. C'est un discours qui demande à être vérifié dans les faits et sur le terrain. Hasni Abidi, la France, les États-Unis vont donc assister, vous le pensez vous aussi, dans les prochains mois, à la reprise de la part importante du territoire syrien par la Russie et le régime de Bachar el-Assad, finalement sans rien faire et en subissant les erreurs stratégiques? Oh, c'est déjà le cas. Certains parient même à ce que la Syrie devienne un nouveau Afghanistan par la Russie. C'est un petit peu pour se faire pardonner cet échec et cette impuissance. Quand vous avez posé la question sur la communauté internationale, vous avez raison, parce que je suis tout à fait d'accord avec Dominique sur laquelle la communauté internationale, elle est un petit peu, c'est un euphémisme. Mais la communauté internationale, on veut dire aussi le système international représenté par le système de régulation internationale, représenté encore une fois par les Nations Unies. Quand vous avez 6 nations dans la France communique un appel, exhorte, enfin supplie en quelque sorte, la Russie et l'Iran d'user de toute leur influence pour stopper justement ces frappes aériennes et alléger les souffrances, et sans passer par les Nations Unies, parce que malheureusement il y avait un veto, ça montre, ça dénote un petit peu de l'échec de ce système international. Avec la victoire bien sûr de Trump et la victoire de Poutine depuis plusieurs années, donc on craint bien sûr, parce que le système de régulation internationale, c'est notre système de sécurité collective. Et ça, c'est très important, puisqu'on sait que les dégâts de la Deuxième Guerre mondiale nous ont incité à créer ce système-là pour régler nos conflits. Le deuxième élément, c'est bien entendu l'après. Le grand paradoxe de la crise syrienne, c'est qu'on sait tous que sans négociation, sans un règlement politique avec tous les acteurs, c'est vrai que la rébellion est affaiblie, c'est vrai que la rébellion, elle s'est radicalisée, mais il y a d'autres acteurs politiques qui représentent, en tout cas, une grande partie de la population syrienne. Et ils peuvent aussi contribuer à une solution politique. Le paradoxe, c'est que la crise, elle ne peut être réglée que politiquement, et en même temps, ceux, en tout cas, qui ont les clés de la crise, à savoir le régime syrien, la Russie et l'Iran, aujourd'hui, ne sont pas du tout, en tout cas, j'allais dire, enthousiastes à la résolution politique. Ils sont dans une trajectoire de victoire. Ils ne veulent pas du tout arrêter cette dynamique conflictuelle. Et ça, c'est vraiment un grand dommage pour cette crise syrienne qui va nous poursuivre. Et je crains, bien sûr, que les répercussions de cette crise en Europe seront immédiates. Parce qu'on sait que même sans aller en Syrie, les images que montrent les télés ou surtout les autres médias sociaux sur ce qui se passe en Syrie vont probablement inciter les jeunes, ici en Europe ou ailleurs, à commettre l'irréparable pour dire « Regardez, vous avez abandonné toute une ville ou la moitié d'une ville assiégée et donc on doit aussi se venger. » Et ça, c'est un élément qui est très inquiétant pour l'Europe. Ces images, comme le dit Hasni Abidi, Dominique Trinquant, elles peuvent servir de propagande pour ces mouvements djihadistes qui cherchent à montrer finalement que l'Occident s'est fait complice de l'œuvre, d'une certaine manière, de Bachar el-Assad et de la Russie à l'égard des sunnites. À la réserve près qu'à Alep, il ne s'agit pas de Daesh. Il s'agit d'un concurrent de Daesh. Donc Daesh ne va pas utiliser les images, enfin je le pense, n'utilisera pas les images d'Alep, parce qu'au contraire, c'est la chute d'un concurrent de Daesh. Et je voudrais revenir simplement un petit peu sur Raqqa, effectivement, capitale de Daesh en Syrie. On n'en a pas parlé, le groupe État islamique. Oui, dont aujourd'hui, qui est quasiment encerclé, mais le problème, c'est le problème de la coalition. La coalition a des grosses difficultés à Mossoul, et la coalition a du mal à concentrer ses moyens sur 2 objectifs. Et donc, pour l'instant, c'est Mossoul, ensuite sera Raqqa. Je ne suis pas convaincu que le régime de Bachar el-Assad ira à Raqqa. Il laissera faire les autres, parce que là, c'est notre ennemi premier. Daesh, c'est bien sûr l'ennemi de l'Occident. Et donc, on laissera
l'Occident, entre guillemets, Oui. régler le problème de Raqqa après Mossoul. Et c'est un problème un petit peu différent pour le gouvernement de Bachar al-Assad. Ce n'est pas la Syrie utile, comme le disait Sophia Amara. Il y a trop d'intérêts conflictuels pour aller à Raqqa, David Rigoulet-Rose. Et c'est-à-dire qu'il y a une multiplicité d'acteurs. On voit bien que les stratégies sont pas monolithiques. Il n'y a pas deux camps. Il n'y a pas d'un côté, comme au moment de la guerre froide, les Russes et les Américains. Il y a aussi une autonomisation des acteurs régionaux. La Turquie, l'Iran, qui n'est pas totalement aligné sur la position russe. Oui. Voilà, donc, le fait que les Kurdes soient à l'offensive à Raqqa pose un problème aux Turcs. Pose un problème aux Turcs et fait que Erdogan se rapproche insensiblement de Poutine. Donc on voit bien le but, c'est d'éviter de créer un Kurdistan syrien. Oui, c'est son objectif premier, avant tout. Et donc on voit bien que ce sont un télescopage d'intérêts multiples et contradictoires. Merci beaucoup à tous d'avoir participé à ce débat. Merci à Sophia Amara qui était avec nous en direct de Beyrouth. Merci à Sni Abidi à Genève. Merci à vous, David Rigoulet-Rose et Dominique Trinquant, d'y avoir participé également. Restez avec nous. On continue évidemment notre discussion sur la situation à Alep tout de suite. C'est un œil sur les médias. Un œil sur les médias, toute l'actualité vue du net, c'est avec Karim Yayaoui. Bonjour Karim. Bonjour. Et d'abord, les témoignages qui parviennent d'Alep via les réseaux sociaux décrivent un chaos à Alep-Est, il faut bien préciser, indescriptible. C'est vrai, et c'est vrai que c'est une des sources les plus utilisées par les journalistes. Ces témoignages qui parviennent de journalistes amateurs ou parfois même d'habitants d'Alep-Est. Le site de Libération se fait l'écho d'un témoignage qui a d'abord été publié sur Facebook, celui de Abou Taïm Al-Halabi, qui est un jeune photographe. Du côté de Libé, on a retenu cette phrase: écoutez, chaque poignée de gravats vous raconter ce qu'il s'est passé, comment un sanguinaire a tué les propriétaires en détruisant leur maison au-dessus de leur tête sous prétexte de terrorisme et de souveraineté nationale. Ce jeune photographe souligne qu'on ne peut pas parler de guerre civile, mais d'une révolution qui a été tuée dans l'œuf. Alors évidemment, du côté des médias pro-russes, ce n'est pas du tout la même lecture des événements. Sur le site de Sputnik, on évoque une toute autre chose en demandant aux Occidentaux de prouver que ces massacres ont bel et bien lieu. Alors je crois que j'ai un petit souci avec mon ordinateur, mais en tout cas, je vais continuer de vous raconter un petit peu ce qui s'y passe. Le site de RTL, lui, se faisait l'écho d'un autre témoignage, une image qui a fait le tour des réseaux sociaux depuis 48 heures à peu près, celle d'un homme qui pousse un fauteuil roulant. Sur ce fauteuil roulant, sa femme, au milieu des décombres. Il tente de trouver des médicaments ou un médecin. Cette image a été rapidement relayée par un très grand nombre d'internautes. Alors, Twitter est évidemment une source d'information privilégiée et depuis quelques mois déjà, il y a un compte Twitter qui est très suivi. C'est celui d'une petite fille de 7 ans qui raconte son quotidien, souvent dramatique, mais aussi avec des petits moments de bonheur qui existent malgré tout. Alors ce compte Twitter a été en quelque sorte plébiscité par les médias qui ont très souvent évoqué cette petite fille, mais aussi ses appels au secours. Aujourd'hui, un certain nombre de questions se posent. Comment peut-elle tweeter dans un anglais impeccable avec autant de régularité? Alors c'est sa maman qui est derrière ce compte Twitter, en tout cas c'est elle qui traduit en anglais. Il y a des journalistes américains qui ont réussi à joindre Fatima, la mère, et qui semblent accréditer l'idée que tout ça est bel et bien réel, mais s'il y a tant d'inquiétudes, c'est parce que par le passé, en 2011 notamment, il y avait un blog qui avait été très largement relayé par les médias, le blog d'une activiste lesbienne du côté de Damas, mais après avoir fait quelques recherches, on s'était aperçu qu'en réalité c'était un homme qui publiait des informations depuis la Géorgie, un Américain de 40 ans. Alors évidemment, tout ce qui émane de Twitter est à prendre avec des pincettes, mais l'immensité des témoignages corrobore l'incroyable scénario qui s'est joué à Alep-Est et la tragédie pour toutes les populations civiles. Merci beaucoup Karim, c'était un œil sur les médias. Merci à vous d'avoir suivi ce débat sur France 24. Restez avec nous tout de suite, un nouveau journal.